Voilà, il est 12 heures. Donc, je vais commencer ce webinaire. Donc, déjà, je vous remercie de votre participation. Le sujet aujourd'hui, c'est sur le Customer Success, un rôle stratégique pas assez valorisé. J'ai décidé de faire ce webinaire par rapport à l'expérience que j'ai au contact des éditeurs de logiciels qui, de temps en temps, ne valorisent pas assez ce rôle. Et donc, j'ai voulu parler de ce sujet-là et essayer de voir comment on peut le valoriser un peu mieux. Voilà, donc ce webinaire, je vais faire mon exposé. Vous aurez la possibilité de poser des questions à la fin. Voilà, ce webinaire est enregistré de façon à ce que les gens qui ne peuvent pas participer puissent obtenir le replay. On y va. Donc, s'il y a des personnes qui ne voient pas mon écran ou qui m'entendent mal, merci de le signaler dans la fenêtre de questions-réponses ou dans la fenêtre de chat et j'essaierai de régler le problème, mais je pense que tout est bon. L'agenda que je vous propose pour ce webinaire, ben, c'est déjà un peu parler du modèle SaaS rapidement, quelques caractéristiques sur le modèle SaaS et l'importance donc du Customer Success, les idées reçues sur le Customer Success, les différents leviers de valorisation du Customer Success. Et là, je donnerai des exemples concrets d'éditeurs de logiciels. Et puis, on conclura par des questions-réponses. Je vais ouvrir la fenêtre questions-réponses. Voilà. Alors, allons-y. Donc, sur le modèle SaaS, un modèle SaaS, pour être efficace, implique une stratégie de commercialisation product-led. Certains appellent ça product-led grow. Et cette stratégie va se matérialiser, entre autres, par un packaging de votre offre qui va consister à faciliter la conquête de nouveaux clients en proposant un périmètre donc d'application, un périmètre fonctionnel qui nécessite un changement moindre et implique moins de décideurs, tout en amenant de la valeur. L'idée de ce packaging, ben, c'est de diminuer la durée du cycle de vente, du temps nécessaire pour conquérir de nouveaux clients et donc abaisser le coût d'acquisition client. Et donc, cette stratégie de commercialisation implique aussi une nécessité d'avoir un processus de vente upsell pour amener le client à acheter une offre plus large quand la confiance sera établie, quand il aura constaté un résultat dans votre contexte. Donc, ça, c'est la premier point sur l'offre SaaS. Deuxième point, ben, c'est qu'une offre SaaS B2B adresse en premier les métiers qui sont en attente de résultats. Alors, je ne dis pas que ces métiers n'étaient pas en attente de résultats avant le SaaS, hein, quand on fournissait des logiciels on-premise. Ils étaient toujours en attente de résultats, mais ces résultats, dans le cadre d'un logiciel on-premise, ils allaient plutôt les chercher auprès de la DSI, hein, qui était un peu l'interface entre l'éditeur et les métiers. Et c'est cette DSI qui portait cette responsabilité d'atteinte de résultats avec un logiciel. Aujourd'hui, le rôle de la DSI avec le SaaS a évolué. Ils vont s'intéresser à des aspects assez techniques comme la sécurité des données, comme l'intégration avec d'autres applications, mais ils vont prendre moins de responsabilités sur l'atteinte du résultat avec l'application et c'est directement l'éditeur qui va prendre cette responsabilité. Et donc, le Customer Success, son rôle principal, c'est d'accompagner et de conseiller les clients pour atteindre ces résultats. On dit toujours que l'objectif principal de la fonction CSM, c'est d'accompagner les clients dans l'atteinte des objectifs qui se sont fixés en achetant votre application, Voilà. Et donc, il va porter, cette fonction CSM porte la maîtrise du churn, c'est-à-dire de la déperdition de clients, l'augmentation du NRR, net revenu rétention. Alors, j'expliquerai un peu qu'est-ce que c'est cet indicateur parce qu'il n'est pas forcément connu de tous dans les slides suivants. Et puis aussi, troisième point, la capacité à générer des recommandations et à identifier des clients ambassadeurs qui vont servir et qui vont nous être utiles pour la conquête de nouveaux clients. Voilà un peu les deux caractéristiques importantes, ce n'est pas les seules, du modèle SaaS.
Et donc maintenant, j'en arrive aux idées reçues par rapport au Customer Success. Et donc, il y a trois idées reçues que je rencontre chez les éditeurs. C'est le Customer Success, c'est un support amélioré. Ben non, c'est très différent de support. C'est très différent du support. Le support, lui, réactif, il intervient quand le client rencontre un souci, soit un souci technique, soit un souci d'usage, et à la demande du client, il intervient. Alors que le Customer Success, lui, il va être essentiellement proactif. Il va aller au-devant du client avec en main un certain nombre de recommandations qu'il va faire au client pour mieux utiliser et donc mieux atteindre ses objectifs. Donc c'est très différent du support, le Customer Success. C'est même assez incompatible à ce que j'ai constaté chez des éditeurs de logiciels où on avait des personnes qui assuraient le support et avaient cette responsabilité aussi de Customer Success, c'est que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Ben parce que ces gens qui font les deux donnent la priorité au réactif, c'est-à-dire à la demande entrante, et font très peu de proactif. Voilà, donc c'est très différent du support. Le deuxième point, c'est que le Customer Success est un coût. Le Customer Success, alors c'est très lié avec le premier point, hein, c'est-à-dire c'est ceux qui pensent que le Customer Success est un support amélioré qui considèrent le Customer Success comme un coût. Non, c'est pas un coût. Le Customer Success va générer des revenus. On va expliquer ça tout à l'heure quand on parlera des éléments de valorisation. Mais globalement, ce que je peux dire sur ce point, c'est que on a rencontré en fait la même chose quand on a commencé à faire de la communication. Alors, il y a plusieurs années de ça, quand on a commencé à faire de la communication où on n'arrivait pas à percevoir un retour sur investissement de cette communication. Et c'est à partir du moment où on a donné des objectifs extrêmement précis et mesurables à la communication, comme générer des leads et un certain niveau de qualité de lead, qu'on a commencé à percevoir vraiment le retour sur investissement de la communication. Donc le Customer Success, c'est un peu pareil. C'est une fonction qui est relativement nouvelle chez les éditeurs français et qui se met en place et donc qui nécessite un certain nombre de choses dont je vais parler juste après. Et puis, dernière idée reçue, c'est que le Customer Success, c'est simplement pour les gros éditeurs, pour les éditeurs les plus costauds. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'à partir du moment où on a entre 50 et une centaine de clients, par client de 50, eh ben, il faut penser, il faut mettre en œuvre le Customer Success pour travailler leur satisfaction, pour travailler l'upsell, pour travailler le renouvellement. Et c'est important, je pense, très rapidement, à partir du moment où on a 50 ou 100, en fonction de la largeur de notre proposition de valeur. Donc voilà sur ces idées reçues. Alors maintenant, on va regarder les leviers de valorisation du Customer Success. Ben, la première des choses, c'est d'avoir des objectifs mesurables. Des objectifs mesurables et même, j'irai plus loin, des éléments qui vont apporter une part variable au salaire des Customer Success Managers. Et ces éléments-là, ces objectifs mesurables sur lesquels on peut baser la rémunération de nos CSM, ben, il y en a différents, on n'est pas obligé de les prendre tous. Voilà, donc il y a le taux de satisfaction client à partir du moment où on fait des enquêtes de satisfaction. Donc le taux de satisfaction client, parce que la satisfaction est un des premiers objectifs du Customer Success. Cette satisfaction, elle est très liée dans le contexte du SaaS à l'atteinte des objectifs qu'il s'est fixé en achetant votre application. Et donc, on est censé mesurer cette satisfaction client sur l'ensemble des services que l'on délivre. Et donc, le taux de satisfaction sur l'usage de l'application est un indicateur intéressant et mesurable par des enquêtes de satisfaction. On parle aussi du Health Score. Le Health Score, c'est le score de santé des clients qui est essentiellement basé sur le taux d'usage. Alors, il y a d'autres indicateurs qui peuvent rentrer dans ce Health Score, mais le taux d'usage d'une application est extrêmement important et je vais en reparler tout à l'heure parce que c'est vraiment important. Je vais en reparler sur un slide suivant. Bien évidemment, le taux de churn, qui peut s'exprimer en nombre de clients ou en revenus, est un indicateur important.
sachant que le taux moyen de churn est de 5% sur les éditeurs de logiciels. Voilà, et donc si on arrive à passer à 3%, ben c'est mieux. Alors, bon, ce taux de churn dépend effectivement est très variable selon les éditeurs, il dépend de la largeur de la proposition de valeur, mais le taux de churn est un indicateur vraiment intéressant. L'upsell aussi, l'upsell, et ce churn et cet upsell peuvent se regrouper sur le net rétention revenu. Alors, qu'est-ce que c'est que le net revenu rétention, pardon? C'est l'ARR moins le churn et plus l'upsell. Hein, c'est-à-dire que ce qu'on prend, on prend sur un par client, on va dire une centaine de clients au départ, on regarde l'ARR qu'on fait sur ces 100 clients et on va regarder ça sur un an après, par exemple, au bout d'un an, on va regarder sur ce même client, qui sont peut-être plus que 95, si on a eu un taux de churn de 5%, ben sur ce 95 clients qui nous restent, quel est l'ARR? Voilà. Et le net rétention revenu, c'est la différence entre l'ARR de départ et l'ARR d'arrivée. Voilà. Et donc ça, c'est un indicateur vraiment intéressant. Hein. C'est un indicateur vraiment intéressant qui mêle le churn et l'upsell. Voilà. Alors, sachant que le net rétention revenu, c'est sur l'ARR hein, ou le MRR, mais on peut avoir aussi des upsells qui ne sont pas de l'ARR, hein, qui sont du one-shot et qui ne sont pas sous forme d'abonnement, hein, style un accompagnement, un service, ne va pas être sur de l'abonnement. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de faire la différence entre upsell et NRR. Un autre levier de valorisation du Customer Success, et ça c'est vraiment important, c'est le positionnement du Customer Success par rapport aux autres processus. Mais souvent quand j'interviens chez les éditeurs et que je pose des questions sur qu'est-ce que fait le Customer Success, quels sont ses objectifs aux autres services, ben, on a du mal à me répondre. Et donc il y a un problème de positionnement en fait, du Customer Success quand on le met en place et ce positionnement doit être établi. Voilà, donc quelques indications sur ce positionnement par rapport donc, à l'équipe produit au développement. Donc le Customer Success va apporter des inputs en proposant des améliorations au produit, des améliorations au produit qui vont faciliter l'adoption, l'utilisation et qui vont peut-être aider à mesurer l'atteinte des objectifs clients. L'atteinte des objectifs clients. Ça permettra au Customer Success, quand il aura ces points récurrents avec le client, ben, d'avoir une vision assez rapide et efficace sur l'atteinte des objectifs clients. Et ça lui permettra de préparer ces points récurrents pour proposer et conseiller un certain nombre de choses. Avec le support, donc on en parlait tout à l'heure, le support, lui, est réactif alors que le Customer Success est proactif et il conseille. Donc, c'est très différent l'un de l'autre. En termes de positionnement, il faut que ça soit très clair. Le Customer Success, dans ses points récurrents, il peut faire un point sur les incidents ouverts de ce client, mais il n'a pas de rôle de support. Avec le commercial, là aussi, c'est important de bien se répartir l'identification et le traitement des possibilités d'upsell entre le commercial et le customer success en fonction de votre contexte. Alors, quand on est dans un contexte de proposition de valeur précise, le commercial, il intervient uniquement à la conquête de nouveaux clients, sur la conquête de nouveaux clients, et c'est le customer success qui va prendre en charge l'upsell de A à Z, c'est-à-dire de l'identification de l'opportunité au traitement de cette opportunité jusqu'à la signature. Dans des contextes de proposition de valeur un peu plus larges, c'est là qu'il est nécessaire de réfléchir en prenant les différents types d'upsells qu'on peut avoir sur notre parc client. Généralement, il y en a trois types. Il y a des upsells de déploiement. On va déployer l'application de façon plus large sur un autre périmètre, etc. Il va y avoir des upsells fonctionnels. On va partir sur notre package, on va rajouter des fonctionnalités et il va y avoir des upsells de services. Voilà. Et donc, sur chacun des upsells, il est nécessaire de définir entre le commercial ce qu'on appelle l'account manager
qui a la responsabilité du compte et le Customer Success, quel est le rôle de chacun pour chacun des upsells? Est-ce que le Customer Success a en charge d'identifier l'opportunité commerciale et c'est le commercial qui a en charge de proposer et d'arriver à la signature? Ou est-ce que on est plutôt sur du cross-sell qui fait appel, donc qui nécessite une intervention avec d'autres personnes que celles qu'on a l'habitude avec laquelle on a l'habitude d'échanger au niveau Customer Success. À ce moment-là, peut-être, c'est le commercial qui a en charge la totalité, c'est-à-dire l'identification et le traitement de l'opportunité commerciale. Voilà. Donc, ce qui est nécessaire de faire pour être très clair là-dessus et pour se positionner correctement par rapport au commercial, c'est à partir de toutes les possibilités d'upsell que l'on a, c'est d'identifier le rôle du Customer Success et le rôle du commercial entre l'identification de l'opportunité commerciale, sa qualification et la phase de proposition et de closing. Et puis, enfin, avec le marketing, et là, donc, c'est le Customer Success qui va proposer au marketing un plan de communication sur le parc client. Et donc, ça, c'est moins compliqué à faire. Voilà. Hein. Donc, voilà un peu le positionnement à réfléchir en fonction de votre contexte du Customer Success. Mais c'est vraiment important de définir ce positionnement et de le communiquer à l'ensemble de l'entreprise pour que chacun sache quels sont les objectifs et quelles sont les activités et les missions du Customer Success. C'est vraiment extrêmement important pour valoriser le Customer Success. Ensuite, un autre élément pour valoriser ce Customer Success, c'est des processus et des activités claires. J'ai cité quelques-uns de ces processus ou activités. Déjà, il y a l'onboarding. Le Customer Success doit être impliqué à l'onboarding. Selon les cas, chez certains éditeurs, c'est le Customer Success qui conduit, qui fait l'onboarding totalement. Dans d'autres cas, parce que ça demande une certaine compétence technique, ce sont des consultants, des chefs de projet qui font cet onboarding, mais je pense que le Customer Success doit être impliqué dès le départ pour savoir pour avoir de la connaissance sur le client, pour savoir ce qui est mis en œuvre et ce qui ne l'est pas, pour discuter dans cette phase d'onboarding et même au meeting de démarrage, au kick-off meeting, des objectifs du client et des indicateurs que l'on va suivre ensemble ensuite pour en valider l'atteinte de ces objectifs. Donc, l'onboarding, le CS, le Customer Success doit être impliqué et il faut définir comment dans un process. La mesure de l'adoption est importante aussi et associé à cette mesure de l'adoption des plans d'action pour la favoriser, cette adoption. Donc la mesure de l'adoption, ça se fait par la mesure des données d'usage. Et donc il faut mesurer ces données d'usage et avoir accès à ces données d'usage le plus facilement possible. Je vais y revenir sur le slide suivant d'ailleurs. Ce que j'appelle la customer journée, donc ça c'est dans la phase de run. Une fois que l'onboarding a été réalisé, c'est avoir un process clair par segment de clients qui va permettre de valoriser, va permettre de valoriser la relation et de mettre des points récurrents, d'avoir des actions de communication marketing, etc., etc. Donc définir cette customer journée par segment de clients. Travailler le renouvellement et l'upsell en ayant un plan de renouvellement, en sachant à quel moment il faut parler du renouvellement avec chaque client et en ayant un plan sur l'upsell, identifier les opportunités d'upsell qui sont pertinentes pour ce client, etc., etc. Également, la démarche pour identifier les clients ambassadeurs, qui vont être les clients qui vont nous permettre de faire des cas clients, de pouvoir échanger avec un prospect dans cette phase d'avant-vente, etc. Et puis, segmentation du parc client. Aussi, une réflexion sur la segmentation de son parc client qui peut évoluer. Hein, on peut avoir une segmentation dynamique. Et d'ailleurs, j'avais un exemple par rapport à ça d'éditeurs qui avaient progressé
sur son taux de churn grâce à la segmentation d'un cas client. Je vais vous partager cet exemple. C'est un exemple d'une application qui capte de la donnée sur Internet, et qui permet à partir de ces données captées sur Internet, hein, donc ils vont capter de la donnée sur des réseaux sociaux, sur des sites Internet, sur des blogs, etc., etc. Et à partir de ces données, permettent des cas d'usage. Et chaque client va acheter cette application pour un ou plusieurs cas d'usage. Et donc, ces cas d'usage, ça peut être l'analyse concurrentielle, faire une analyse de sa concurrence. Ça peut être de mesurer l'impact d'une campagne de la relation presse. Ça peut être du brand management, vérifier sa notoriété de marque. Ça peut être de faire des études de marché. Et ça peut être aussi de gérer ses réseaux sociaux en planifiant et publiant. Voilà, ils se sont aperçus que quand un client acheter cette application pour ce dernier usage que je viens de mentionner, c'est-à-dire planifier et publier sur les réseaux sociaux, eh ben, c'est des gens qui allaient charner très rapidement. Pourquoi? Parce que ben, très honnêtement, l'application, euh, pour ce cas d'usage, c'est pas la meilleure application qui soit. Et il y a plein de concurrents qui permettent de faire ça et qui font ça uniquement. Par contre, ils ont des clients qui achètent ça grâce au talent de leurs commerciaux pour ce cas d'usage. Et donc, ils ont décidé à un moment donné de segmenter leur parc client en fonction des cas d'usage utilisés. Et pour ce dernier cas d'usage, ceux qui étaient dans le segment de la planification et de la publication sur les réseaux sociaux, ils ont eu des actions pour essayer de faire évoluer chaque client vers d'autres cas d'usage. Cette démarche de segmentation du parc client et d'action par rapport à des segments leur a permis de diminuer leur churn de 25%. Un quart de leur churn a été diminué grâce à cette segmentation et au plan d'action qu'ils ont eu sur ce segment de clients qui était sur cet usage qui apportait peu de valeur. Voilà. Euh, J'ai un autre exemple que je vous peux partager sur l'upsell. Sur l'upsell. C'est l'exemple d'un éditeur dont l'objectif de ses clients, c'est de faire des économies d'énergie, qui s'adresse donc à des milieux industriels, à des entreprises industrielles qui consomment par nature beaucoup d'énergie. Et donc, comment il fait? Eh ben, il se connecte au compteur d'énergie en entrée et puis il se connecte aussi à la production, c'est-à-dire aux machines de production, aux chaînes de production, en se connectant au MES. Et donc, en fonction de ça, il va générer des alertes quand il y a des surconsommations d'énergie et donc il va permettre au final d'économiser d'énergie. Eh bien, en réalisant cette répartition des upsells entre l'account manager et le CSM, euh, et donc en définissant précisément qui fait quoi dans cette démarche d'upsell, ils ont doublé l'upsell d'une année sur l'autre. Ils ont multiplié par deux leur upsell d'une année sur l'autre. Et il y a un autre levier qui est important pour le customer success, eh ben, c'est la mesure de l'usage, tout simplement, hein. Donc la mesure de l'usage est vraiment très importante parce que ça va permettre, c'est ce qui permet réellement d'être proactif de façon très efficace pour du customer success. C'est-à-dire en ayant une vision précise de comment un client utilise notre application, ça va permettre ben, de prévoir des recommandations que l'on va porter au travers des points récurrents. Voilà. Donc, ce qui est important, alors là, j'ai donné des exemples d'indicateurs d'usage, comme le taux de connexion, la durée des sessions, le taux d'utilisateurs actifs par rapport à un prévisionnel, l'utilisation de fonctionnalités importantes ou stratégiques, le volume d'actions ou de transactions réalisées, des indicateurs métiers associés, hein, je parlais tout à l'heure, enfin, on peut mesurer un certain nombre d'indicateurs métiers, euh, l'utilisation in-apps des intégrations tierces aussi, ça peut être mesuré. Et surtout, ce qui est important, c'est
que le Customer Success ait accès à ces données de façon facile et en temps réel. Donc, alors, ce qu'on fait ça, souvent, les éditeurs vont faire ça en achetant une Customer Success Platform qui permet justement de se connecter à l'application et de traquer facilement ces données d'usage et de définir des seuils d'usage pour chacun des clients. Voilà. Donc la mesure d'usage est un levier important pour que le Customer Success apporte de la valeur et donc se valorise et apporte vraiment de la valeur et se valorise sur le renouvellement, c'est-à-dire la diminution du churn et aussi sur l'upsell. Voilà, donc j'en ai fini sur ce que je voulais partager avec vous sur ces éléments de valorisation. Donc maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions, si toutefois vous en avez. Pendant que vous réfléchissez à vos questions, ben, je vais faire un peu de pub. Donc, chez Route to Business, on a une formation pour les Customer Success Managers de 2 jours, dont l'objectif est d'améliorer le process Customer Success dans votre contexte. Et puis, on propose aussi de l'accompagnement donc, personnalisé à la mise en place de la fonction de Customer Success, soit au travers alors c'est à la mise en place ou à l'amélioration, hein, soit au travail d'une prestation de conseil, soit sur du coaching plutôt d'un Customer Success, d'un Head of Customer Success, pour l'accompagner dans sa réflexion par rapport à son application et par rapport à son contexte. Voilà. Alors, j'ai toujours pas de questions. J'ai toujours pas de questions qui arrivent. Alors, Thomas nous pose une question. Avez-vous des outils ou des aides de formation pour évaluer la valeur d'une solution? Des outils pour évaluer la valeur d'une solution, donc j'imagine d'une application. D'une solution chez le client. Bon, c'est difficile de répondre à cette question. Euh, je pense que l'enquête de satisfaction euh, qui doit évaluer les bénéfices que le client peut aider, hein, que le client perçoit de votre application peut aider, des outils, et sinon d'autres outils, la mesure de l'usage. Hein, donc, la mesure de l'usage, donc, on peut utiliser des applications comme des outils comme Segment qui permet de se connecter à une application. Hein, c'est Twilio qui fait Segment ou directement une plateforme Customer Success qui permet donc de capter des données d'usage. Avec l'usage, on voit quand même, on a une idée de la valeur que perçoit le client hein, en fonction des bénéfices que sont censés apporter l'application. Voilà, c'est assez difficile de répondre à cette question sans avoir plus d'éléments de contexte. J'ai une autre question. Vous dites que le Customer Success doit participer à l'onboarding. Que cela signifie-t-il le premier Go Live avec une solution d'entreprise qui se met en place avec un projet et du PS et du Professional Services? Moi, je pense que effectivement, le customer success, quand vous avez des professionnels services, hein, c'est-à-dire des consultants des chefs de projet qui sont en charge de cette phase d'onboarding. Pourquoi? Ben, parce que ça nécessite une certaine compétence que n'ont pas forcément les customer success. À ce moment-là, je pense que le customer success doit y participer parce que déjà, il a besoin d'établir la relation avec le client. Et s'il arrive après le go live, il va être handicapé sur cette relation. C'est-à-dire que le client va se demander qu'est-ce qu'il fait là, etc., etc. Et il va devoir discuter avec le client, lui faire redire des choses qui ont été dites. Voilà. Donc, je pense qu'il a besoin d'être au courant du contexte client. Et surtout, pendant cette phase d'onboarding, il a besoin de discuter avec le client de quels sont ses objectifs particuliers et de comment il doit
et qu'est-ce qu'on va suivre comme indicateur ensemble dans la phase de run, après le go live, pour en valider l'atteinte. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est essentiel qu'ils participent d'une façon ou d'une autre. Des fois, il suffit qu'ils participent au kick-off meeting et puis à la recette ou à la fin, et des fois, c'est suffisant. Mais, mais des fois, ça nécessite un peu plus, hein, c'est-à-dire à des points de passage, à des comités de pilotage, selon l'importance du. Voilà. Mesure d'usage à partager avec les clients. Oui, bien sûr, oui. Mesure d'usage à partager avec les clients, peut-être pas de la forme brute, c'est-à-dire lui dire, mais en mettant des remarques par rapport à ça. En mettant des remarques par rapport à ça. Mais ça se partage, oui, avec les clients. De mon point de vue, le Customer Success intervient après le Go Live, donc après le travail de l'équipe PS avec le client. Ça peut être un point de vue. Maintenant, voilà, comment regarder comment le Customer Success s'intègre dans la démarche client et surtout dans l'accompagnement qu'il va fournir pour aider le client à atteindre ses objectifs. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça se passe bien en le faisant intervenir après le Go Live? Voilà, donc euh, essayez de regarder ça. Si ça marche très bien, si ça marche très bien, il n'y a pas de problème. David qui a levé la main. David qui a levé la main. Allez, je permets à David de parler. Oui, David, une question? C'était une mauvaise manip, désolé, j'ai appuyé sur le bouton sans le vouloir. Ok, Désolé. c'est pas grave, David. Euh, euh, ben voilà, j'ai plus de questions. Donc, écoutez, je vais mettre fin à ce webinaire. Je vous remercie de votre participation. Vous recevrez les quelques slides de support et le lien vers le replay. Et, et donc, alors, j'avais une dernière question. Lors de mes analyses ou audits d'usage, j'élabore souvent avec le client un plan d'action qui dépasse le périmètre strict de notre logiciel. Et c'est très, très bien, notamment lorsque nous abordons les sujets de projets de digitalisation et d'intelligence. Cependant, mon responsable estime que cela sort du cadre de mon rôle de CSM. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, hein. Je pense que un CSM va sortir du cadre, doit sortir du cadre de l'utilisation à partir du moment où ça va aider le client à atteindre l'objectif qu'il s'est fixé quand il a fait l'application. Donc, c'est vraiment important, ça, Thomas, et je pense que vous avez totalement raison de faire ça. Donc, la juste frontière du rôle du CSM, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on doit aborder des sujets, des projets ou des sujets à partir du moment où ça va aider le client à atteindre l'objectif qu'il s'est fixé quand il a acheté l'application. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, mais si ça aide, mais voilà ce que j'en pense. Mm. Allez, je pense qu'il n'y a plus de questions maintenant, donc je mets fin au webinaire. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un autre webinaire. Bonne journée, bon appétit.